Bien, non, mais je vais donc effectivement d'abord commencer par vous dire que je suis content d'intervenir. J'ai l'impression que c'est une forme qui est en train de s'installer, enfin, la possibilité donc de parler de notre point, de ce qu'on tient, et aussi de donner des exemples, enfin de donner des exemples en acte. Donc cette fois, je vais tenter de développer devant vous cette question du cinématographe face à l'exercice de reportage, face à la question du documentaire. Et après, on va avoir des présentations de choses qui ont été produites dans ce sens, où on s'en écartera un peu. Enfin voilà, en tous les cas, on va avoir des exemples. Non qu'un exemplaire, mais des exemples de ce que moi j'intuitionne comme étant une possibilité pour le cinéma. Voilà. Je rajoute que je suis très fier et très heureux d'avoir évidemment pu solliciter deux personnes, deux cinéastes de France qui ne sont pas là, et dont on va présenter un film. Donc Marc Perry et Nicolas Claus, c'est des personnes qui font des films ensemble, donc ça fait deux films, et ces gens-là, donc, on fait confiance pour que je présente leur film. Et aussi, surtout, la possibilité d'avoir rencontré des cinéastes tunisiens qui travaillent ici. Et je pense que là, c'est une tentative justement là, de réussir à toucher, à faire se rapprocher les deux rives. On ne se connaissait pas beaucoup, on se connaissait par des amis interposés, mais on se rencontre, on commence à se rencontrer évidemment par les œuvres aussi, par le travail des uns et des autres. Voilà, donc vous allez voir, je prends un petit pas de côté, mais je vais vous l'exposer. Donc je vous propose de voir et d'entendre, puisqu'il va être question durant cet après-midi de cinéma, comment l'art du cinéma se donne les moyens peut-être d'échapper au milieu. Pour commencer, je voudrais poser dès le début de mon intervention la question suivante. Comment le cinéma peut-il participer à l'émancipation de l'humanité? Commençons très fort. Je dis émancipation parce que cette notion s'oppose radicalement au nihilisme, me semble-t-il, qui lui prend la plupart du temps la forme d'un découragement, on l'a répété, quant à l'idée d'humanité, quant à l'idée que l'humanité a des ressources propres pour résoudre les questions qu'elle se pose, des capacités donc à littéralement s'émanciper, c'est-à-dire à se prendre en main elle-même en ne devant rien à une quelconque transcendance, ni quelque autre créateur ou ciel de vérité. Pour cela, l'humanité s'est donc dotée au début du XXe siècle, vous savez, d'un art nouveau, le cinématographe. Il faut reconnaître qu'un art ne s'invente pas tous les jours. Et je dois avouer tout de suite que je me sens tout particulièrement fidèle à cet événement inaugural. Le cinéma, nouveau champ de connaissance dont se donne l'humanité pour penser cette autonomie, s'avère être particulièrement... Attends, parce que je me perds. Il est prédisposé à penser les temps nouveaux, les temps modernes, avec tous ces wagons d'injustice, mais aussi surtout avec toutes ces nouvelles perspectives révolutionnaires au début du XXe siècle. Le cinéma va tout de suite choisir son camp, à mon sens, et cela sans faire réellement, et vous verrez pourquoi, je vais essayer de développer ça, la différence entre documentaire au tout début et fiction. Il est dès le départ du côté du peuple, c'est-à-dire contemporain de l'idée que c'est par le peuple que peuvent advenir les plus grandes évolutions pour l'humanité. Epstein, Murnau, Lang, Vertov, Eisenstein, Flaherty, Chaplin et beaucoup d'autres vont filmer les gens du peuple, leur vie, les injures qu'ils subissent, mais aussi leurs espoirs, leurs luttes, leurs désirs, et donner à voir ainsi ceux qui étaient jusqu'à là invisibles, ceux qui n'avaient pas le droit à la parole. Ces films, donc, font propagande, à mon sens, de l'idée que c'est à cet endroit précisément que se trouve
la vérité de la vie des gens, que c'est là, dans cette fragilité, que se trouve le nouveau lieu d'une constitution subjective, d'une nouvelle manière de penser. C'est pour cette raison que le cinéma a voulu et voudra, à mon sens, toujours être populaire, et certainement pas populiste, à moins que l'on écarte volontairement la vocation première du cinéma et que finalement le nihilisme dont on parle ici l'emporte derrière nous. Mais nous n'en sommes pas là, et surtout nous sommes là réunis pour nous convaincre du contraire, pour voir ensemble comment cet art détient encore toutes ces ressources émancipatrices et qu'il existe encore aujourd'hui des gens qui sont déterminés à le faire vivre en déjouant les impasses mortifères dans lesquelles trop souvent on veut le cantonner. Alors je voudrais pour commencer faire un rapide parcours, enfin une petite histoire du documentaire, puisque on le sait, tu l'as bien précisé, que cet après-midi est placé sous le titre général, donc le documentaire à l'épreuve du nihilisme. Je ne veux pas complètement le défausser, mais je vais prendre l'affaire à papier. Le terme documentaire s'est imposé au fil du temps comme genre à part entière du cinéma, en particulier dans ses dernières évolutions dans les années 90. La question du documentaire est devenue tout particulièrement prégnante dans le paysage audiovisuel contemporain, et cela doit, à mon sens, en tout cas pour moi, éveiller en nous quelques méfiances. Comme je le disais un peu avant, le cinéma, dans ses débuts, ne distinguait pas avec tant de détermination le documentaire et la fiction. Il existait bien des luttes esthétiques entre cinéastes, on connaît le fameux conflit entre Vertov et Eisenstein, je ne sais pas si une controverse soviétique sur ce que devait être le cinéma de vérité, en particulier dans sa capacité à produire l'image fidèle d'un peuple communiste. C'était le point. Cette contradiction, à mon sens, se résolvait toujours par la conviction commune que le cinéma opère avant tout par ce qui le singularise comme art, c'est-à-dire le principe du montage. Montage à intervalles, montage croisé, montage à distance, montage harmonique, montage intellectuel, montage de points de vue opposés, montage dialectique étaient les méthodes singulières pour penser la rupture que traversait l'humanité, en particulier, et participer activement au processus révolutionnaire qui inventait une nouvelle manière d'être. Cela a finalement été ainsi environ, je fais vraiment des traits grands, jusqu'à la télévision, jusqu'à ce que la télévision ne survienne, dans les années 60. Il existait bien sûr avant elle de plus ou moins médiocres actualités cinématographiques projetées dans les salles de cinéma avant les grands films, mais l'arrivée de la télévision a ouvert un champ immense de confusion et, pourrait-on dire, la puissance de la diffusion a pris le pas sur la production. C'est-à-dire que la puissance de la machine à communiquer a dicté de façon unilatérale sa loi au détriment de ceux qui tentaient de fabriquer sincèrement des images pour les restituer de façon désintéressée au peuple. Malgré quelques réels espoirs vis-à-vis de ce média, il y en a eu tout de même, de la part de Rossellini, vous savez, il y en a eu plusieurs, avec des films qu'il a fait pour la télévision, de même que Godard aussi, a fait des films pour la télévision, il y a 6x2, il y a France Tour des Tours, 2 enfants, mais beaucoup d'autres. Puis, des moments où la télévision semblait aussi s'ouvrir, en particulier en France, à de nouveaux possibles dans les années 80. Le champ s'est littéralement bouché pour faire place à ce que je qualifierais tout au long de mon intervention d'universel reportage. L'universel reportage qui n'a fait que s'accentuer par l'avènement d'Internet, où la diffusion a trouvé son paroxysme en faisant de chacun, grâce à son smartphone, un petit producteur de visibilité, servitude aux valeurs marchandes devenues parfaitement volontaires dans tous les milieux confondus. C'est ainsi
dans les années 90 jusqu'à aujourd'hui, ceux qui se revendiquent du documentaire, distincts des exigences télévisuelles et des réseaux sociaux, vont affirmer le genre comme mode cinématographique à part entière et trouveront finalement, pour la France, le Centre national de la cinématographie, une case qui s'appelle documentaire de création, capable de soutenir leur projet. C'est ainsi que s'est imposée l'appellation cinéma documentaire et que depuis les années 2000 en France, mais j'imagine aussi en Tunisie, il faudra le préciser, sont montrés de plus en plus de films documentaires dans les salles de cinéma, qu'une grande partie de la critique cinématographique soutient. Le documentaire, dont j'ai tracé donc à grands traits l'évolution, a été accompagné aussi d'une évolution parallèle, que j'appellerais un peu de manière particulière de genrification du film de fiction. Le renouveau des cinémas des années 60, qui avait fait voler en éclats les cinémas de scénario, en redistribuant de façon inventive la question du documentaire et de la fiction dans les films, était à mes yeux une façon de repenser d'une nouvelle façon le cinéma soviétique, allemand, américain même, qui avait préexisté jusque dans les années 60. Mais le cinéma mondial des années 80 s'est empressé d'oublier cette évolution esthétique très singulière qu'il y a eu dans les années 60-70, qu'on peut qualifier de modernité cinématographique, à d'autres endroits j'en ai un peu parlé déjà, pour toujours s'enfermer davantage dans la scénarisation, l'histoire et les personnages auxquels on nous enjoint expressément de nous identifier, en remplaçant la plupart du temps les exigences de montage par des procédés de mise en scène et de narration littéraire postmoderne. En somme, le cinéma de fiction s'est donc lui aussi installé dans un genre spécifique, un champ repérable par l'industrie cinématographique. C'est pourquoi je dois dire ici que j'ai toujours eu une profonde méfiance quant à ces catégories. Et lorsqu'on me demande si notre travail cinématographique est de documentaire ou de fiction, j'éprouve toujours une énorme gêne. Je suis très gêné parce que je ne sais pas quoi répondre. Nos films, par exemple, qui reprennent le travail des tragédies grecques, par exemple, en les intriquant à la vie des personnes que nous filmons. Ou encore nos films sur les témoignages ouvriers contemporains, incarnés par des actrices, comme c'est le cas du film qu'on va voir tout à l'heure, donc il y a un film qu'on va projeter, L'ouvrier et la machine. Sont-ils les uns et les autres des films de fiction ou bien des films documentaires? Je peux réellement, sincèrement, pas le dire. J'espère que vous en rendrez compte. Ils ne sont ni l'un ni l'autre, peut-être sont-ils et l'un et l'autre. Je tenterai justement d'expliquer pourquoi il me semble que cette dimension profondément duale des films est peut-être quelque chose d'essentiel au cinéma. Il faut aussi rajouter que nos films ne se reconnaissent pas non plus dans un genre en pleine expansion depuis le début du XXIe siècle, corrigez-moi si je me trompe, mais enfin appelé documentaire fiction, c'est l'expression en littérature, genre hybride qui manipule la réalité pour la confondre avec le fictif et produire ainsi un trouble, un mélange entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Il est donc question pour nous, quand nous faisons des films, et je crois aussi pour tous les films que nous verrons cet après-midi d'une certaine manière, de savoir plutôt comment faire apparaître l'étrangeté du réel en faisant voir ce qui se cache derrière la simple reproduction de la réalité, de faire, disons, pour l'instant, apparaître ce que j'appellerais la dimension surréelle du réel même. Cela n'a donc rien à voir avec un mélange des genres, mais au contraire, cela relève d'une distinction exigeante entre ce qui est visible et ce qui est invisible, entre ce qui est là et ce qui n'est pas encore là. Échapper pour nous à l'universel reportage, c'est donc peut-être cela, créer un désir de voir ce qui n'est pas visible, ce qui ne se présente pas de façon spontanée et naturelle à nos yeux, et qui pourtant existe bel et bien. Je voudrais préciser tout de suite que mon intervention aujourd'hui s'inspire du travail d'une philosophe que je découvre depuis pas très longtemps,
qui s'appelle Marie-Josée Monzin, et qui a fait une recherche très intéressante sur ce qu'est l'image, et en particulier en réfléchissant sur la différence entre icône et idole dans le monde byzantin, et plus particulièrement au moment du combat très singulier qu'il y a eu au 8e siècle dans le monde chrétien entre les iconoclastes et les iconophiles. Deux livres en particulier ont été importants pour moi. Donc, Images, icônes, économie, les ressources byzantines de l'imaginaire contemporain, et aussi Le commerce des regards, deux livres qui ont été édités aux éditions du Seuil. Je préciserai que j'étudie ces textes aussi dans le cadre d'une recherche plus large sur un film que nous sommes en train de préparer, un film sur Saint-Paul. Marie-Josée Monzin sur Saint-Paul et l'image, sur la question de l'image aussi, évidemment. Et elle démontre de façon très pertinente comment Paul est celui qui le premier fait régner l'image au détriment de la substance, qui fait comprendre que le passage de la vie à la mort et enfin à la résurrection est finalement l'avènement d'une image. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est pour cela d'ailleurs, dit-elle, qu'une image ne se touche pas, et elle nous engage plutôt à décider de la regarder ou de ne pas la regarder, d'y croire ou de ne pas y croire, comme ce fut le cas d'ailleurs pour le Christ ressuscité. L'image devient alors un désir d'altérité plutôt que d'identification. Saint Paul se trouve être donc à l'origine vive de l'image. Il en fait un mode de communication universelle de la vérité, avec ses bons côtés et ses mauvais, enfin ça a eu aussi des conséquences très néfastes. Et enfin, on en souffre encore aujourd'hui, enfin, d'une certaine manière, mais il y a aussi une très grande puissance. Il y a à partir de lui la possibilité de penser une forme de rédemption sur l'image. Mais revenons plus précisément à nos questions. Il me semble qu'en vérité, la question du nihilisme au cinéma vient justement se nicher en partie dans la dimension stéréotypée entre documentaire et fiction. Pourquoi? Parce qu'en faisant cela, une confusion s'installe quant à la compréhension que l'on a de ce qu'est une image cinématographique et du rapport singulier que celle-ci entretient avec la réalité, mais aussi avec l'idée de peuple. Il faut reconnaître que cette question n'est pas d'aujourd'hui, que le cinéma est né dans cette ambiguïté fondamentale entre réalité et fiction. On le sait tous, l'effet de réel qu'a représenté l'entrée en gare du train de la Ciotat des Frères Lumière fut un choc décisif pour les premiers spectateurs de cinéma. Nous en sentons peut-être encore aujourd'hui les persistants échos dans le désir de vivre au cinéma des situations sans distance, dans un état d'immersion et de fusion radicale avec un film. Parallèlement, nous le savons, le cinéma aussi a commencé avec des films comme les films de Méliès, Le Prestigitateur, dont la production cinématographique valorisait le trucage, l'illusion et la fantasmagorie. Il me semble que l'industrie audiovisuelle contemporaine, dans sa dimension hégémonique, prend ses sources dans une mauvaise interprétation de ces deux points de départ, en tenant le documentaire et la fiction dans des espaces séparés, en se gardant de les articuler de façon dialectique. Cette orientation prône de plus un rapport finalement sans écart aux images, autant dans le grisement halluciné que provoque la réalité nue d'un documentaire, qu'inversement par l'enivrement chimérique que propose un film de fiction. Deux relations donc au visuel qui prônent la voie hypnotique du cinéma comme principe et qui provoquent sans aucun doute, quand on s'y livre, un anéantissement possible du mouvement même de la pensée. Ces deux façons séparées de faire du cinéma proposent de mieux fuir la vérité du monde et des gens qui y vivent, à mon sens, vérité qui est toujours un tressage d'effectifs et de possibles, pour plutôt se camoufler alors dans le temps d'un film, dans souvent ce qui est la peur ou la haine, induisant la plupart du temps un profond découragement, comme on l'a vu, pas mal de choses qui sont nihilistes, et une impuissance maladive.
Cette façon, au final, d'idolâtrer autant la réalité que la fiction est finalement assez caractéristique de notre temps. C'est certainement dû au fait qu'il s'agit, dans ce type de rapport de visibilité, de pouvoir jouir à sa guise, au-delà de toute vérité. Alors, à ce point de mon développement, je reviens à ma question de départ. Comment faire que les images de cinéma soient et redeviennent émancipatrices, qu'elles nous permettent de penser et d'agir en conséquence? Comment rompre avec ces nouvelles lois de l'époque qu'impose l'industrie finalement audiovisuelle? Nous ne pouvons pas, à mon sens, passivement, nous cinéastes qui produisons des images et spectateurs qui les regardons, d'être envahis soit par une production fictive déchaînée dans la version illusoire et hollywoodienne, soit par un flux de visibilité naturaliste plus ou moins pornographique. Il nous faut donc ensemble trouver un nouveau chemin pour combattre ce qu'il faut bien appeler une nouvelle adoration des images, une idolâtrie donc, dont le capitalisme s'est fait maître, en prenant toujours plus le pouvoir du programme figuratif. La solution, me semble-t-il, ne se trouvera pas en lui cédant la figuration et en fuyant dans des mondes abstraits et parallèles, mais au contraire en reprenant ce qui nous appartient, c'est-à-dire notre capacité à produire une image de nous et du monde qui soit radicalement séparée de l'idée qui consiste à penser que nous sommes limités et réductibles aux biens et aux objets, aux intérêts personnels et à la survie individuelle. Cela revient à vous faire une proposition d'enquête, à nous faire une proposition d'enquête à nous tous qui sommes ici, participants à cet après-midi, en se demandant, au sujet des films que nous allons voir, quel point tiennent-ils dans le cinéma pour échapper au nihilisme. J'avancerai en première approche que ce qui nous réunit tous en tant que cinéastes, au moins, ça me semble-t-il l'affirmation suivante: il n'est pas possible de succomber à la tentation, voyant le cinéma tomber dans ces deux types d'idolâtrie, on va dire, de tenir pour acquis le sacrifice pur et simple du cinéma, cette mort du cinéma proclamée à grands cris par même des très grands cinéastes. J'ose penser que nous faisons partie de ceux qui croient, là, attention, à la résurrection, disons, du cinéma. Concernant plus précisément le travail que nous faisons, je parle à mon nom aussi et seul avec qui nous faisons des films, hein, donc on est deux à faire les films qu'on fait. Je dirais que c'est en cherchant à repenser à nouveau frais ce que peut être une image cinématographique et que nous pourrons, et c'est notre façon de tenir aussi un point à cette affaire. Comment? Tout d'abord, en assumant qu'une image cinématographique a été et sera toujours celle qui provoque ce singulier flottement entre une similitude photographique et une révélation qui n'est pas entièrement contenue dans la visibilité. Nous sommes convaincus que l'image cinématographique est celle qui permet au spectateur d'avoir un regard avec une propriété d'ubiquité, c'est-à-dire qu'en contemplant une chose précise, le spectateur se trouve en même temps en capacité de voir ce qu'il ne voit pas, en quelque sorte. Alors, c'est le hors-champ de ce qui est présenté devant ses yeux. Il faut bien comprendre que pour nous, le hors-champ n'est pas seulement ce qui échappe au cadre, mais aussi ce qui cerne les figures qui sont à l'image. Le hors-champ, c'est ce qui se tient à la lisière des formes, dans les limites et les frontières que forment les contours d'un visage, par exemple. Mais le hors-champ, c'est aussi, et nous le verrons un peu plus tard, ce qui se joue à la lisière des plans cinématographiques. Quand Marie-Josée Bonzin décrit l'icône, elle rappelle qu'il est question d'une épiphanie de ce qu'aucun œil ne peut voir. Elle dit que l'icône permet d'unifier dans la figure simultanée de son ambivalence ce que la parole ne peut que formuler successivement. L'image cinématographique, nous semble-t-il, risque d'avoir aussi ses propriétés, à notre sens, c'est-à-dire de rendre co-présents des éléments normalement éloignés. C'est pour ça que je suis convaincu que l'image de cinéma, ainsi entendue,
ramène celui qui la regarde à la fois au monde tel qu'il est, mais aussi, en même temps, lui présente un monde possiblement révolutionnaire. Qu'est-ce à dire? Eh bien qu'une image de cinéma, comme d'ailleurs toute politique d'émancipation, ne se contente pas de ce qu'il y a, mais au contraire, fait exister ici et maintenant ce qui a déjà eu lieu et que l'on a peut-être oublié, mais aussi et surtout ce qui potentiellement peut encore advenir. En cela, elle se sépare radicalement de l'idée qui consiste à revendiquer qu'il n'est plus possible de penser l'humanité en dehors des conditions désirantes et animales que l'instant nous exige, plus possible de vivre en dehors de la fascination de la vie et la sidération que représente la mort. J'ai la conviction que la véritable image du cinéma cinématographique a pour vocation de nous séparer de cette singulière servitude qui nous cloue au réalisme de l'instant, accompagnée la plupart du temps d'une exigence effrénée de nouveauté d'ailleurs, mais aussi à la fuite que propose toute forme de fiction eschatologique, qu'elle soit utopique ou bien de fin du monde. On en a parlé hier de ça. Marie-Josée Monzin dit encore de l'icône qu'elle circonscrit l'infini pour mieux le diffuser à l'infini. Circonscrire pour nous, lorsqu'on filme un visage, par exemple, c'est toujours finalement ce désir d'en filmer un dans toute sa singularité pour tenter de faire apparaître en celui-ci précisément et contenu tous les autres. Tous les visages de l'humanité. Il est question donc de faire un travail de formalisation qui, malgré le naturalisme propre au cinéma, fasse exister une abstraction, une idée de l'humanité qui ne soit pas seulement issue, pour pas qu'on pense qu'il soit seulement issu de l'animal humain filmé, qui est filmé justement par la caméra. Cette manière de procéder est sans aucun doute une façon de se séparer, encore une fois, du rapport hypnotique et spectaculaire des images de cinéma, en tentant de produire des médiations symboliques capables de faire valoir l'universel. C'est toujours, finalement, un écart que l'on contemple. La capacité qu'ont les images d'être une promesse de voir dans tel ou tel visage particulier, par exemple, dans tel paysage parfois, l'humanité générique. Cela étant dit, il faut bien reconnaître que cet intérêt pour l'universel n'est pas du tout à l'ordre du jour. On peut constater. On peut même dire qu'il est plutôt question aujourd'hui d'un autre universel, celui qu'il faut bien qualifier, et que je propose de qualifier d'universel reportage, comme le proposait déjà Mallarmé. Cet universel négatif, peut-être, comme le fait entendre Monzin encore dans la plupart de ses livres, c'est une certaine fascination du direct, de la longue distance, du témoignage sans voile, de la volonté de recueillir des événements et de les rapporter à un réalisme sans idée, en se crispant sur les identités et les particularismes culturels. Je rajouterai qu'il y a aussi, dans les temps actuels, un universel reportage très répandu, qu'on peut qualifier de zoophile, je dirais. Il s'agit d'une certaine forme d'obscénité du visible qui permet d'avoir accès sans limite et sans frein à tous les recoins de la vie humaine, depuis son fauteuil qui peut être tout autant localisé chez soi que dans une salle de cinéma, malheureusement. L'universel reportage, c'est finalement la mort du désir de voir autre chose, corrélée à une indifférence radicale à ce que peuvent les images, c'est-à-dire nous proposer un déplacement singulier, une subjectivation offerte à nous, animaux humains. C'est pourquoi je pense, avec Marie-Josée Monzin encore, que notre tâche actuelle, c'est de produire des images qui échappent à cette emprise, à ce qui se présente comme un nouveau type d'iconoclasme contemporain, qui consiste à refuser, par une surabondance du visuel, toute image qui soit porteuse d'infini. Il faut à présent donc rappeler qu'au cinéma, cette image singulière dont il est question est la plupart du temps un produit, c'est-à-dire qu'elle est une émergence, c'est-à-dire qu'elle est le fruit d'un montage et qu'elle advient par la synthèse de plusieurs images sonores et visuelles.
par la grâce du montage qu'arrive l'image cinématographique. Il est toujours une lutte avec le naturalisme. Le montage est une formalisation de la réalité. Il produit des opérations de séparation, de distinction, et cela autant dans les films dits de fiction que dans les films dits documentaires. Il découpe le réel pour créer des rapports inédits entre les choses et entre les êtres, et pour faire advenir ce qu'il y a entre les images, ce qui est justement invisible et qui se tient toujours à la lisière du visible, dans cet espace vide. C'est dans cet entre-deux qu'existent les possibles qui sont intriqués et qui existent dans cet entre-deux et qui peuvent être entre-deux comme le passé et le futur persistent dans le présent, ou encore, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, je crois, et encore ce qui manque et qui couvre pourtant dans ce qui est. Le montage est la méthode qui garantit que la fusion n'ait pas lieu et qui fait valoir une distinction libératrice. On le sait, le montage est ce par quoi le cinéma pense, en proposant un rythme qui impose une patience du regard et de l'écoute et qui permet justement à celui qui regarde de pouvoir lui aussi penser. Inversement, le flux continu et sans forme, qui prend souvent l'aspect d'un collage effréné de similitudes, est un rapport parfaitement nihiliste au visible et à l'audible. C'est pourquoi je proposerais de rapprocher le montage au cinéma à la passion. Parce que le montage est le lieu d'un combat dont le résultat est le triomphe résurrectionnel de l'image et détient la puissance de toucher de façon, j'espère, universelle. Le montage, comme toute passion, est finalement une façon de tenir un point et d'enquêter cinématographiquement sur ce point, jusqu'au bout. Traverser de part en part un film pour produire quelque chose qui n'est pas la somme de toutes les images convoquées, mais bien la production d'un troisième terme, une altérité qui vaut clarification, une affirmation à l'œuvre. Vous pourrez oser dire que cette image singulière qui apparaît, allez, je suis dans les grands mots, ressuscite le cinéma à chaque fois qu'elle existe et devient le lieu d'un partage, le partage de ce que nous sommes vraiment nous les humains, un partage de ce que l'on ignorait même être capable. Alors pour finir, cela revient à dire que le cinéma a pour vocation de nous faire tenir entre deux. Entre le réel et l'imaginaire, entre la similitude et la distanciation, entre la figuration et l'abstraction, entre le visible et l'invisible, entre le documentaire et la fiction. Le cinéma d'émancipation que nous revendiquons à grands cris, pour tous les films que nous allons voir cet après-midi aussi, me semble-t-il, est une façon de créer une vibration entre les éléments opposés, une capacité à produire une union sans fusion des contraires pour faire advenir cet entre-deux. C'est ce que j'appellerais, et ce que j'ai appelé, une image du peuple. C'est pourquoi je pense que le cinéma, l'image de cinéma ne peut en définitive être que duale, encore une fois, ou bien alors elle n'est pas. Ce double est la condition même de sa fécondité. J'ai donc la conviction que les personnes réunies aléatoirement dans une salle de cinéma, ou ce qu'on peut appeler une salle de cinéma, c'était délicieux, devant un écran sur lequel sont projetées des vraies images, se trouveraient finalement comme devant un miroir singulier, un miroir qui reflète une image d'elle, mais qui s'avère, à leur grande surprise, être non spéculaire, par ce matin de miroir. C'est certainement ce nouveau type de face-à-face qu'il faut produire au cinéma, face-à-face entre des spectateurs et l'altérité d'une image qui en même temps leur ressemble, et échapper ainsi aux identifications identitaires que nous propose le commerce des visibilités. Chercher à produire une nouvelle face de l'humanité est, me semble-t-il, une tâche urgente pour le cinéma. Je propose une tâche importante. Cette tâche est, il est vrai pour moi, au moins prospective.
devant nous est la possibilité de produire une image de nous-mêmes qui soit totalement autre que celle que veut, à grand coup de publicité et de spectacle, veut à grand coup de publicité et de spectacle nous imposer. L'universel reportage est un instrument mortifère contre cette possibilité de l'imaginaire, et c'est ainsi que la brutalité du nihilisme menace trop souvent la fragile puissance des images. Pour cela, il est urgent de commencer à revaloriser ici en Tunisie, mais au-delà en France ou ailleurs encore, loin des écrans d'ordinateur et des plateformes de diffusion, loin aussi des téléphones portables et des réseaux, cette modeste étoffe qu'est l'écran de cinéma, et comprendre qu'il est une toile indispensable qui cache et révèle à la fois pour devenir le support d'un redressement possible du sujet. L'écran, mur infranchissable du réel, qui grâce aux images ne fait plus écran, mais bien plutôt refait surface, pour révéler ce qui serait invisible sans lui. On devrait dire alors que la seule chose qui soit réellement documentaire au cinéma, c'est bien cet écran, et que c'est par cette rencontre entre la matérialité d'un écran et l'immatérialité d'une image qu'arrive et qu'arrivera toujours au cinéma la possibilité d'excéder ce que nous sommes. Voilà, je vous remercie.